quelles sont selon vous les conditions nécessaires à disons, au développement d'un modèle économique viable? Et une sous-question, est-ce qu'il y a des exemples au sein de la branche média de Lagardère? Ça, le problème du quel modèle économique, personne n'a encore trouvé la réponse. C'est vraiment effectivement le gros problème. Et il y a eu en France ou ailleurs des journaux en ligne, par exemple, qui sont passés du gratuit au payant et du payant au gratuit, comme le Herald Tribune, le New York Times et tout ça, qui s'interrogent sur le meilleur modèle économique possible. Ce qui est sûr, c'est que la gratuité a un tel impact que c'est difficile d'imaginer faire payer l'internaute. Et pourtant, il faut bien effectivement, pour survivre, trouver un moyen de le faire. Alors, il y a cette possibilité de l'offre premium, là, effectivement, de faire payer, de donner une grande partie des contenus gratuitement, et puis d'avoir de la publicité qui compense, et puis de faire payer des informations particulières ou de donner un peu plus à l'abonné, par exemple. Je crois que c'est le cas sur Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc. Il y a des internautes qui choisissent de s'abonner en ligne et pour avoir un contenu un peu plus fourni. Donc ça, c'est un modèle. Il y a plusieurs modèles qui se développent et il y a ce qu'on appelle justement le freemium. Le freemium, c'est ça, c'est la contraction entre le free, le gratuit, et le premium. Et ça se développe beaucoup. Par exemple, un site, une petite application que les jeunes doivent connaître, comme Shazam, là, cette fameuse application qui permet de capter de la musique gratuitement. Bah, vous pouvez aussi, après, vous bascule sur un endroit où vous pouvez acheter la musique. Donc, tous les médias sont en train de réfléchir à la façon de faire payer un contenu particulier. Bon. Mais c'est extrêmement difficile et le modèle économique qui est testé en général, c'est le modèle publicitaire. Les sites monétisent un certain nombre de services qui n'ont pas forcément d'ailleurs toujours à voir avec l'information elle-même pour pouvoir effectivement être rentable. C'est vraiment le gros problème. Je voulais connaître votre avis par rapport à la numérisation des contenus et particulièrement la numérisation des contenus de type livre, ouvrage qui a été entreprise par Google et les conséquences sur la chaîne de valeur, les différents acteurs dans le domaine de l'édition et du livre. Je travaille dans un groupe de médias qui a notamment toute une branche livre qui s'appelle Hachette Livre, Lagardère Publishing, et donc qui est très engagée dans ce combat contre Google. Donc d'emblée, quand on se place, quand on est un éditeur français de livres, on a plutôt envie de se battre contre Google et contre cette idée de se dire qu'on va être complètement écrabouillé, écrasé par ce mastodonte américain qui est en train de numériser, qui donc a numérisé un certain nombre de fonds et donc se pose là encore le problème des droits. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la numérisation, donc il y a tout ce débat sur est-ce qu'il faut que la France et l'Europe, parce que c'est au niveau de la France, hein, et il y a notamment la bibliothèque Gallica là, de la BNF qui travaille à ce projet. Il y a Europeana aussi, qui est un projet européen. Et moi, je dirais oui, je pense que c'est un peu l'identité culturelle européenne. Donc, si on était capable de se fédérer, il faut aussi avoir les moyens, parce que la numérisation, c'est pas gratuit. Donc, de pouvoir numériser nos contenus, ça serait formidable. Est-ce qu'on en est capable ? Et jusqu'où, j'en sais rien. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait des partenariats avec Google. Pourquoi ? Dire, on peut. Enfin, moi, je pense que ça serait certainement une solution qui pourrait être intéressante d'avoir un certain nombre de partenariats avec Google et puis un certain nombre d'institutions françaises ou européennes. Ça, c'est un point. Puis après, il y a le point de la diffusion de ces contenus. Et donc, ça, c'est l'avenir du livre électronique, du e-book, et puis les grands distributeurs. En fait, quand vous parliez de la chaîne des acteurs, effectivement, c'est ça qui va être mis en cause. Parce qu'en fait, à terme, ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer, et d'ailleurs, ça commence à être le cas, qu'il n'y aurait rien entre l'écrivain et le distributeur. Et que finalement, un écrivain pourrait écrire lui-même son roman en ligne, le diffuser,
et le vendre directement à des lecteurs. Donc toute cette chaîne de l'éditeur, du distributeur, du revendeur, et peut être bouleversée par ce qui est en train de se passer. Et donc là encore, il ne faut pas être autiste. Il faut pas être barricadé en disant non, on changera jamais. Hein. Et il faut se rendre compte que c'est un bouleversement économique majeur. Et ce qui s'est passé avec la musique est une bonne leçon pour éviter qu'il se passe la même chose pour les livres. Moi, je ne crois pas que ça va que les jeunes lisent moins. Je pense au contraire que ça peut stimuler la lecture. Ils pourront lire sur des livres électroniques, ils pourront lire sur leur téléphone mobile, sur des tablettes comme l'iPad, mais ils continueront aussi à lire sur des livres avec du papier, et puis sur des BD, etc. Je pense que l'Internet n'a pas tué la télévision n'a pas tué la radio. Donc, je pense que ça répond à des usages, des moments de la vie différents. Donc, il faut rester, là encore, optimiste.